Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. La chronique. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel, une émission dédiée à la promotion de la relation France-Maroc et l'actualité. Et nous sommes heureux d'avoir en ligne nos invités de M. Sédir Abba, ancien rédacteur en chef de Jeune Afrique, ancien rédacteur en chef de Monde Afrique, ancien rédacteur en chef de l'agence Panapresse, et actuellement il est chroniqueur et écrivain pour le journal Le Monde Afrique, spécialiste de l'Afrique. Il a participé à un grand nombre d'émissions, notamment sur France 24, Africa 1, N1, BBC, Radio Deutsch et bien d'autres. À ses côtés, bien sûr, notre franco-marocain Hamid Chariet, un géopolitologue, éditorialiste et écrivain spécialiste de l'Afrique, et aussi de la politique française. Il a conseillé des députés français et d'hommes politiques africains sur les questions géostratégiques en Afrique. Il prépare un livre et intervient sur plusieurs chaînes radio et télé, notamment France 24, TV Monde, Radio Deutsch, ainsi de suite. Et notre sujet d'actualité aujourd'hui, parce que tout le monde en parle et nous, on donne aujourd'hui la parole à des Africains, des analystes, des journalistes, des gens dans le domaine et qui donneront leur point de vue sur le dossier qui brûle un petit peu les livres ces derniers jours, la décision de la réintégration du Maroc à l'UA, à l'Union africaine plutôt. Et cette vision, ça va être une vision des gens qui habitent en Europe et notamment en France. Bonjour M. Sédir Abba et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Bonjour à tous et bonjour à vos auditeurs. C'est un plaisir de participer à cette émission. Et vous êtes parmi les spécialistes aussi de cette régionalisation de l'Afrique sur le plan économique et politique. Je souhaite avoir votre avis sur cette régionalisation de l'Afrique côté nord de ce continent. Oui, vous savez que l'Afrique est engagée dans un processus d'intégration régionale qui connaît des fortunes diverses selon la partie du continent dans laquelle on se trouve. En Afrique de l'Ouest, l'intégration régionale se porte relativement bien puisqu'on est arrivé au principe de libre circulation des personnes et des biens. Il n'y a aujourd'hui aucune nécessité de visa pour circuler à travers les 14 pays d'Afrique de l'Ouest. Il suffit d'avoir sa simple carte d'identité pour aller d'un pays à un autre, ce qui est déjà un bon signe. Donc il y a une dynamique d'intégration régionale qui se porte relativement bien en Afrique de l'Ouest, un peu moins en Afrique centrale, beaucoup mieux en Afrique australe et en Afrique orientale. Et quant à la partie nord du continent, c'est la partie où l'intégration régionale se porte le moins bien en raison de la question du Sahara qui plombe l'intégration régionale. Il n'est un secret pour personne que l'Union du Maghreb arabe, l'UMA qui a été fondée, ne marche pas bien en raison du différend entre l'Algérie et le Maroc au sujet de la question du Sahara occidental. Et aujourd'hui, si vous remarquez, d'ailleurs depuis 1994, la frontière entre l'Algérie et le Maroc est fermée, donc on ne peut même pas parler de libre circulation entre les deux pays, a fortiori au niveau des échanges économiques entre les pays. Ce qui est paradoxal, c'est que les pays du Maghreb commercent beaucoup plus avec l'Union européenne qu'entre les pays du Maghreb. Donc de ce point de vue, il y a un problème pour l'intégration régionale dans cette partie du continent africain. Et pour moi, il est important justement de surmonter l'obstacle qu'il y a pour aller dans une dynamique d'intégration régionale. Parce que si on réussit l'intégration régionale en Afrique du Nord, qui est une des parties de l'Afrique où le développement économique se porte relativement bien, parce que, comme vous savez, en Afrique du Nord, aujourd'hui, il y a quand même un service essentiel de base qui est assuré aux populations, notamment la question de l'électricité, la question du système de santé, la question d'avoir de l'autosuffisance alimentaire et relativement réglée. Donc, si on réussit à faire une bonne intégration régionale en Afrique du Nord, c'est une dynamique qui peut entraîner le reste du continent. Si l'Afrique du Nord est bien intégrée, si les échanges se font très bien, c'est clair que ça aura un impact sur le reste du continent. Et c'est pour cette raison que
moi je pense qu'il est important que la dynamique d'intégration régionale en Afrique du Nord reprenne, continue, s'avance, parce que c'est ça la voie du salut pour notre continent. Justement, M. Siddiq Abba, c'est la deuxième question que je dois poser à M. Hamid Chariat, qui est le bienvenu dans cette émission, qui est un habitué de cette émission Arc-en-Ciel depuis un certain temps. Ma deuxième question est liée à cette première, cette difficulté, cette intégration régionale de l'Afrique du Nord. Ma question, avec cette difficulté que vous avez soulevée, qui existe bel et bien entre le Maroc et l'Algérie au sujet du conflit du Sahara. Le Maroc a entrepris une décision inédite depuis presque trois décennies, le retour à l'Union africaine. Cette décision, pourquoi a été prise maintenant et comment il voit Hamid Chariat cette évolution? Est-ce qu'il est rapide ou est-ce qu'il est calculé après tant d'absence? Oui, bonjour, je salue les auditeurs et auditrices. En effet, votre question soulève plusieurs interrogations. Je pense que le Maroc a calculé effectivement cette réintégration au niveau de l'UA, puisque la présidence, notamment qui était une présidence sud-africaine, vient de clore, vient de terminer. Et donc, il a été important pour le Maroc de se redéployer au niveau diplomatique à travers l'UA, qui a été créée en 2002. Et donc, le Maroc a créé effectivement 10 ambassades au niveau mondial, et sur ces 10 ambassades, il y en a 5 qui sont en Afrique. Donc, vous comprendrez qu'effectivement, ce redéploiement diplomatique du Maroc est essentiel. Aujourd'hui, le Maroc a un atout, notamment au niveau de l'Afrique de l'Ouest, mais l'Afrique ne se résume pas simplement à cette zone. Donc, il est important pour que le Maroc puisse avoir, moi, ce que j'appelle une diplomatie multicarte, développer d'autres zones, notamment en Afrique australe, en Afrique centrale, où il y a effectivement quelques lacunes au niveau de la diplomatie chérifienne. Et il semblerait que le Maroc puisse développer tout cela. Allô ? Oui, M. Abba. Donc, c'est la suite aussi, c'est la même question qui a été posée à M. Hamid Chariat. Pourquoi cette décision prise par le Royaume du Maroc à retourner à l'UA? Oui, la décision du Maroc de revenir à l'Union africaine est un changement de stratégie dans la diplomatie marocaine. Parce que, comme vous savez, en 1984, quand le Maroc avait décidé de quitter l'Organisation de l'Unité africaine à l'époque, c'était à la suite de la décision de cette organisation d'admettre la République arabe sahraoui démocratique. Et le Maroc avait alors estimé qu'il n'y avait pas deux places pour le Maroc, parce que pour le Maroc, pour la diplomatie marocaine, la République arabe sahraoui démocratique est une entité intégrante du Maroc et qu'il ne saurait y avoir de place le Maroc avec laquelle apporte. Donc, c'était sur la décision du roi Hassan II, paix à son âme. Et aujourd'hui, 32 ans après, Mohamed VI a décidé de revenir au sein de la grande famille africaine pour pouvoir changer les choses de l'intérieur, comme il a été expliqué dans la lettre qui a été adressée au président en exercice de l'Union africaine, qui est le président tchadien Idriss Déby. Donc c'est un changement, un véritable changement de stratégie qui, de mon point de vue, est l'aboutissement d'un processus qui a été fait depuis longtemps. Depuis très longtemps, un certain nombre de pays, notamment d'Afrique de l'Ouest, dont le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, se battaient pour plus des pays d'Afrique centrale, comme le Gabon, le Congo-Brazzaville, étaient portés et faisaient des démarches pour obtenir le retour du Maroc. Au moment du cinquantenaire, en mai 2013, au moment du cinquantenaire de l'OIA à Addis Abeba, il y avait eu une tentative de présenter déjà une motion qui a été initiée par le Sénégal pour obtenir le retour du Maroc. Et jusque-là, le Maroc avait toujours dit qu'il était prêt à revenir, mais à condition que la République arabe sahraoui soit suspendue. Cette fois-ci, on constate que le Maroc a décidé de mettre de côté cette exigence, de rejoindre d'abord l'Organisation de l'Unité africaine, et ensuite de se battre de l'intérieur de l'Organisation de l'Unité africaine pour obtenir le départ de la République arabe sahraoui. C'est une démarche, c'est un choix qui a été fait, c'est un choix diplomatique qui rejoint, à mon avis, les efforts qui ont été faits par le Maroc ces derniers temps en direction de l'Afrique subsaharienne, parce qu'il n'aura échappé à personne que le Maroc est devenu, par exemple, le premier investisseur en Côte d'Ivoire. C'est de loin le premier investisseur en Côte d'Ivoire. Les banques marocaines, Attijari Wafa Bank a des succursales dans la plupart des pays. On en est aujourd'hui à une quarantaine de succursales. Il y a aussi l'engagement du Maroc dans la lutte contre
le terrorisme dans cette partie, puisque comme il a été rapporté par des confrères, vous savez que le Maroc a décidé d'aider militairement un certain nombre de pays, dont le Niger, à combattre la lutte contre Boko Haram, sans compter les efforts qui ont été faits par le Maroc pour contrer l'intégrisme en Afrique subsaharienne avec la création de l'Institut Mohamed VI pour la formation des imams. Des imams maliens, guinéens, nigériens et même tchadiens vont être formés pour justement aider ces pays à combattre. Donc, le retour du Maroc au sein de l'Union africaine qui va être examiné parce que pour l'instant, le Maroc a présenté son acte, sa volonté de revenir à l'occasion du prochain sommet qui va avoir lieu en janvier à Addis Abeba. Cette demande de retour du Maroc va être examinée. Dès que les choses se présentent, il y a des chances qu'elle soit acceptée. En vérité, donc le Maroc, il est fondateur de cette Union africaine, il est parmi les fondateurs. Lorsqu'on parle d'un retour, donc ce n'est pas un retour conditionné. Vu que simplement, selon le règlement de l'Union africaine, il n'y a qu'un seul pays qui peut être exclu, c'est le pays qui a pris le pouvoir par dictature. Et le Maroc, il n'est pas dans cette situation. Donc la question principale, comment, selon vous, vous voyez la réaction des opposants de ce retour du Maroc à l'UEA, comment vous l'appréciez, soit vous, soit M. Hamid Chariat? Moi, je vais introduire et puis je vais passer à mon confrère et ami pour qu'il poursuive sur le retour du Maroc. Aucun pays ne peut s'opposer au retour du Maroc. On sait qu'il y a un certain nombre de pays qui continuent à soutenir la République arabe saharaoui démocratique, des pays qui sont importants, l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Nigeria, l'Éthiopie. Mais ce pays-là ne peut pas mettre un veto au retour du Maroc parce que la charte qui crée l'Union africaine dit qu'on ne peut pas s'opposer à l'entrée d'un pays africain, puisque le fait pour adhérer à l'Union africaine, il suffit d'être un pays africain, le Maroc étant un pays africain, il a le droit de revenir, il présente toutes les garanties pour revenir au sein de cette famille. Maintenant, il est évident que lorsque le Maroc va revenir au sein de la famille de l'Union africaine, le combat pour obtenir l'exclusion de la République arabe saharaoui va être un combat beaucoup plus difficile que le combat pour entrer, qui est un combat relativement facile. Et sur ce point-là, je vais laisser la parole à mon confrère et ami pour qu'il puisse apporter les éléments d'information en sa possession et pour qu'il puisse nous livrer sa propre analyse. Parfait. Oui, Hamid, oui. Donc, la question qui a été posée, donc c'est l'introduction a été faite devant toi de M. Abba. Ce retour du Maroc est un retour naturel, mais par contre, le combat, comme il a bien expliqué, le combat diplomatique, c'est après cette demande qui va être officialisée de la suspension de l'adhésion du Polisario au sein de l'UA, vu que déjà, il y a plus que 28 pays qui ont pris la décision de soutenir cette option. Oui, il faut maintenant reste à savoir si le Maroc effectivement va adopter une stratégie ou deux stratégies en temps deux, c'est-à-dire soit accepter cette motion-là ou peut-être revenir en arrière. Donc je pense qu'aujourd'hui, la diplomatie marocaine, elle est floue dans sa décision. La deuxième des choses, c'est que, comme l'a rappelé mon cher confrère et ami Sidi Kaba, c'est qu'il y a un axe aujourd'hui qui est flagrant, c'est l'axe Pretoria, Abuja et Alger, qui aujourd'hui, effectivement, fait tout aujourd'hui pour nuire aux intérêts du royaume. Et il est important que le Maroc, à travers la création de 5 ambassades, notamment au Mozambique, en Tanzanie et dans d'autres pays, puisse désenclaver, comme je disais, cette géopolitique qui est simplement en Afrique de l'Ouest, et puis essayer aussi d'investir en Afrique de l'Est, en Afrique australe, où se jouent aussi des enjeux, notamment au sein de l'UA. On peut remarquer aussi qu'aujourd'hui, le Rwanda est un acteur aussi, un grand partenaire du Maroc, donc c'est une nouvelle alliance aussi stratégique pour le Maroc et on peut envisager qu'il y ait tout à fait un axe entre Rabat, Dakar, Abidjan et en même temps Kigali, et donc avec aussi le Caire, puisque l'Égypte aussi est maintenant aujourd'hui très proche du Maroc, donc, et la Libye aussi, et donc on peut envisager cette nouvelle diplomatie-là à l'intérieur au sein de l'UA. Et j'aimerais aussi rappeler historiquement où il y avait, notamment lors de la conférence de Casa, deux groupes, le groupe de Casa et effectivement le groupe de Moroua. Et donc on retrouve en quelque sorte aujourd'hui cette situation historique. À l'instar à l'époque de l'OIA, on retrouve deux groupes au sein de l'UA. Et je crois que c'est une stratégie aujourd'hui qui portera ses fruits. Et le Maroc, non seulement avec sa capacité aujourd'hui économique sur la question aussi sécuritaire qui a su démontrer à travers des coopérations au niveau européen, puisque le Maroc aujourd'hui est un pays qui aide des pays européens sur la question sécuritaire, à consolider cette institution de l'UA qui est aujourd'hui défaillante. Et j'aimerais vous dire, citez-moi aujourd'hui un projet que l'UA a essayé de faire depuis que le Maroc est parti. Il n'y a aucun projet.
Donc l'UA sans le Maroc n'est pas l'UA, et le Maroc sans l'Afrique n'est pas l'Afrique. Peut-on, bon, c'est une question un petit peu futuriste quand même, il faut l'admettre, est-ce que peut-on supposer qu'il y a un risque d'éclatement de l'UA après le retour du Maroc suite à cette suspension de l'adhésion de... En effet, moi je pense qu'il y a aujourd'hui non pas un risque d'éclatement, c'est un terme extrêmement fort ou abusif, mais je pense qu'il y aura la création de deux groupes au sein de l'UA. On le voit très clairement, hein, et cela remonte depuis la conférence de Casa, comme je l'ai à juste titre rappelé à l'instant. Et je pense qu'aujourd'hui, le Maroc doit effectivement garantir cette stabilité et jouer au sein de l'UA, parce que c'est un boulevard que le Maroc a laissé, donc ça a été une erreur diplomatique. Et nous avons la chance d'avoir un roi du Maroc qui aujourd'hui écoute la société civile, écoute les partis politiques marocains, prend en décision, où vous avez aujourd'hui des dirigeants africains qui puissent écouter les oppositions. Vous n'en avez pas beaucoup. Ils se comptent sur le bout des doigts. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir un roi visionnaire qui écoute, qui prend en compte des directives, qui écoute la société civile, qui consulte effectivement les intellectuels et plusieurs personnes. Et donc il est important aujourd'hui que le Maroc se redessine et se redéploie à travers l'UA. C'était un boulevard qu'il a laissé. Et je pense que le Maroc a sa place et doit soutenir effectivement tout ce développement aujourd'hui et toutes les questions aujourd'hui que l'Afrique doit soulever. D'où la question principale, Hamid, puisque là vous êtes en train d'évoquer quelque chose de très intéressant. Quel rôle peut jouer la diaspora marocaine à l'étranger dans ce retour en force du Royaume du Maroc en Afrique? Évidemment, j'irai même plus loin sur votre question. Quelles sont les diasporas aujourd'hui africaines qui peuvent aujourd'hui jouer ce rôle-là? La diaspora marocaine est une diaspora parmi les diasporas africaines qui peuvent jouer. D'ailleurs, depuis 2002, la résolution de l'UA, on parlait de la 6e région. Vous voyez à quel point aujourd'hui le poids et l'importance de cette 6e région est très importante au niveau économique. On sait qu'en matière d'avoir les transferts d'argent, ce sont les Marocains résidant à l'étranger, les MRE, même si je n'aime pas trop cette appellation-là, puisque ce sont des Marocains à part entière, sont la première devise. Vous prenez le cas du Mali, c'est la même chose. Vous prenez le cas du Sénégal, c'est la même chose. Vous prenez le cas du Niger, c'est la même chose. La plupart des pays africains aujourd'hui, c'est grâce à la diaspora vivante et vivace où il y a énormément de compétences qui aujourd'hui développent leur pays. Et je crois qu'il est de ce point de vue-là important que les dirigeants africains prennent de plus en plus compte de cette compétence-là. Vous savez, aujourd'hui dans les diasporas africaines, on ne parle pas de Sahara occidental. Moi, je connais tous ces diasporas-là. On ne m'a jamais parlé. Les gens connaissent le royaume, défendent l'intégrité du royaume. Le Sahara occidental, les gens ne connaissent pas. Donc, pour vous dire. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi dire aujourd'hui que la question du Sahara occidental au Maroc n'est pas simplement la seule question sur la séparatiste. Il y a plusieurs questions aussi en Afrique, hein, de mouvements séparatistes. Donc, c'est un boulevard aussi. Et c'est une déstabilisation pour les autres pays africains. Donc, il est important aujourd'hui que les pays africains défendent les intégrités et les souverainetés africaines. On se rappelle que l'intangibilité des frontières à l'époque de l'OUA et de l'UA, de ce point de vue-là, a changé en termes de droit international. Et la diplomatie repose sur deux sujets, c'est sur deux principes fondamentaux, deux piliers. C'est à la fois la stratégie et le droit international. Et je crois qu'il est important aussi que certains, disons, hauts responsables se remettent un peu en question quant aux stratégies effectivement à mener. Voilà. Une question à M. Abba, vu c'est un journaliste qui opère ici en France. Ma question est directe, M. Abba. Comment aperçoivent-ils les médias français et les hommes politiques français ce retour du Maroc, cette décision du retour du Maroc à l'UA? Je pense que pour la plupart, les médias comme les hommes politiques français sont favorables au retour du Maroc dans l'Union africaine parce qu'ils estiment que le retour du Maroc dans l'Union africaine est quelque chose de tout à fait naturel et légitime. Le Maroc avait sa place dans cette enceinte de l'Union africaine et de l'Union africaine. Vous savez qu'aujourd'hui, la plupart des pays partenaires de l'Afrique privilégient la diplomatie régionale, la diplomatie continentale. Les gens, l'Union européenne par exemple, préfèrent discuter avec l'Union africaine, avec l'entité globale, plutôt que de discuter de façon isolée. Donc, pour eux, le retour du Maroc va leur faciliter les échanges avec le continent africain. Et il n'est pas le traitement qui a été fait par les médias français est un traitement, comme vous savez, lorsqu'il s'agit des questions africaines ici,
les médias ne s'y intéressent quasiment pas. Ce qui les intéresse, c'est quand il y a des attentats en Afrique ou quand il y a des prises d'otages pour donner une image, l'image que vous savez du continent africain. Une question aussi importante, par exemple, que celle du retour du Maroc n'a pas été abordée par l'ensemble des médias, elle a été abordée par quelques médias qui s'intéressent aux questions du continent africain. Et ça, non, ça, de mon point de vue, ce n'est même pas surprenant. Mais le fait est que dans beaucoup d'analyses, les gens ont perçu le retour du Maroc comme quelque chose de tout à fait positif, à la fois pour le Maroc lui-même, mais pour le continent africain, parce que, comme il a été dit, le Maroc est un acteur majeur du continent africain et sa présence, son retour va être profitable à la fois au Maroc lui-même et au continent, parce que le continent pourra beaucoup plus peser dans la diplomatie internationale, dans les relations internationales et aussi dans les échanges avec le reste du monde. Comment vous estimez, M. Abba, la réaction des autres forces actives en Afrique, notamment l'Inde et notamment la Chine? Oui, la Chine et l'Inde peuvent avoir une réaction. Ils peuvent voir dans le Maroc un concurrent parce que, comme je l'avais dit en début d'émission, le Maroc est devenu un investisseur. Si vous allez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, le premier investisseur, ce n'est pas la France, ce n'est pas les États-Unis, c'est le Maroc. Il y a la baie d'Abidjan qui est en train d'être reconstruite aujourd'hui avec des financements marocains importants. Le développement du Royal Air Maroc sur le continent. Quand on prend par exemple un pays comme le Sénégal, il y a 2 vols quotidiens au départ de Dakar pour Casablanca. C'est vous dire l'intensité des échanges par exemple entre le Maroc et certains pays. Quand on prend des pays comme le Niger, il y a au moins 5 vols de Royal Air Maroc sur Niamey par semaine. Donc je peux citer beaucoup d'autres exemples qui peuvent prouver que le Maroc est un acteur majeur sur le continent et les autres pays émergents comme la Chine, comme l'Inde, voient dans le retour du Maroc une sorte de concurrence. Mais vous savez, comme on dit souvent en économie, la concurrence profite toujours aux consommateurs. C'est toujours bien que la concurrence, que d'autres concurrents puissent venir. Et moi, je plaide simplement pour que, et c'est un souhait à la fois en tant qu'Africain et en tant qu'ami du Maroc, pour que le Maroc accompagne le transfert d'expertise vers les pays africains, que ce soit l'expertise médicale, que ce soit l'expertise technologique, pour que les autres pays aussi puissent être à la même page que le Maroc. Et il ne vous sera pas échappé d'ailleurs, chers confrères, que Marrakech va accueillir la COP22 et que de ce point de vue, c'est un événement à la fois pour le continent africain parce que c'est la première fois que la COP22 se passe, la COP elle-même se passe sur le continent africain et nous sommes tout à fait heureux que le Maroc puisse relever ces défis aujourd'hui, que la conscience écologique, que la conscience planétaire sur notre continent aussi, que cette COP soit l'occasion d'une prise de conscience à la fois pour le continent africain et pour le reste du monde, des enjeux planétaires. Dans le même contexte, sur le plan géopolitique, et c'est la question que je vous pose, maintenant je la pose à Hamid, les différents déplacements de Sa Majesté, en Inde, en Chine, en Russie, rentrent-ils dans une stratégie globale bien calculée depuis un certain temps de ce retour imminent du Royaume du Maroc au sein de l'UE? Il est incontestable que ces différents déplacements qui ont été effectués par Sa Majesté ces derniers temps visent à consolider la stature internationale du Maroc, visent à la fois aussi à diversifier le partenariat entre le Maroc et le reste du monde. Jusqu'ici, le Maroc a été perçu plutôt comme un partenaire essentiellement de l'Europe. Le fait d'aller vers l'Inde, le fait d'aller vers la Chine, le fait d'aller vers la Russie prouve la volonté de diversification de la part du Maroc. Et cette volonté de diversification, elle s'inscrit aussi dans la volonté de consolidation de la diplomatie marocaine à l'intérieur. D'ailleurs, comme vous savez, le roi avait inauguré ces dernières années une sorte de visite annuelle sur le continent africain où il se rend dans 4-5 pays, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Gabon, le Sénégal, le Gabon. Chaque année, depuis un certain nombre d'années, il s'y rend quotidiennement. Et le fait qu'il le fasse pour le reste du monde aussi participe de cette volonté de consolidation, de diversification de la diplomatie marocaine et de la consolidation de la stature internationale du Maroc. Donc, je veux passer la parole à mon confrère qui va développer ce point-là. Oui, Hamid.
Hamid? Oui. Oui, donc juste dans le même sillage, hein, donc, et en même temps c'est une question qui se prolonge derrière ma première question qui a été posée à M. Abba, cette différente visite et déplacements de Sa Majesté dans d'autres pays qui ont leur mot à dire, hein, en Afrique, notamment l'Inde et notamment la Chine, pose-t-il un réel problème aux ennemis, hein, du Maroc au sein de l'Afrique, et comment vous voyez-vous cette stratégie du Royaume à moyen long terme? Écoutez, il faut saluer effectivement la vision du roi du Maroc, Mohamed VI. Je crois qu'il a effectivement adopté une géopolitique, une diplomatie multicarte, notamment en défendant sur une question où il n'y a aucune discussion et on ne peut pas négocier, c'est la question du Sahara marocain. Et donc de ce point de vue-là, le roi du Maroc a compris effectivement avec un jeu un peu d'équilibriste de pouvoir aujourd'hui s'associer à des partenaires qui défendent effectivement la cause marocaine, puisque la question du Sahara, et comme je le répète dans plusieurs médias, n'est pas une question qui concerne simplement le roi, mais c'est une question qui, effectivement, est défendue par l'ensemble des Marocains. Je dis bien l'ensemble des Marocains. Donc ce qui montre que l'ampleur, effectivement, de cette question-là est fondamentale et importante. Et donc le roi du Maroc a effectivement adopté cette géopolitique-là à travers plusieurs visites, comme il a été rappelé par mon confrère Sidi Gaba. La première visite a été effectivement une visite d'abord en Russie, avec Vladimir Poutine, où il y a été effectivement, plusieurs accords ont été signés sur la question de l'agriculture. Donc le Maroc montre effectivement aussi une certaine souveraineté, une diplomatie aujourd'hui, et un État qui de plus en plus se consolide à travers l'Union africaine. Et donc il est fondamental que le Maroc puisse aujourd'hui s'imposer sur la scène internationale avec effectivement sa diplomatie internationale et sa renommée. Et donc il est fondamental que le Royaume puisse créer de nouvelles alliances. C'est une diplomatie à la fois courageuse, pragmatique et à la fois aussi de solidarité avec les pays africains. Car lorsqu'un pays africain comme le Maroc est touché, c'est l'ensemble du continent africain qui est touché. Lorsque le Maroc effectivement est en poids de déstabilisation par d'autres pays, c'est l'ensemble de la zone de l'Afrique de l'Ouest où le Maroc investit à travers ses banques. Je rappelle Tiawafa Bank, la Banque Chabi, la Compagnie Royale Air Maroc. Tous ces produits-là, toutes ces sociétés-là aujourd'hui développent le continent africain. Et de plus en plus, le Maroc, à travers cette réintégration de l'IA, va pouvoir aussi davantage développer plusieurs zones, notamment en Afrique centrale, en Afrique australe. Et il est important aujourd'hui que les amis du Maroc et les partenaires du Maroc puissent consolider davantage ces liens économiques. Et les accords bilatéraux, effectivement, ne suffisent pas aujourd'hui. Le Maroc, aujourd'hui, a cette vision multilatérale dans un cadre, et c'est dans une organisation à la fois continentale que le Maroc pourra davantage construire sa pierre à l'édification d'un continent africain de paix et de stabilité. Une dernière question, si vous le permettez, Hamid, et après aussi il y aura une dernière question à M. Abba. Il y a combien de pays? Je crois qu'il y en a quatre pays arabes, hein, qui ont soit abstenus sur cette démarche, hein, donc notamment la Tunisie, la Mauritanie, l'Algérie et bien entendu l'Égypte. Par rapport à ce retour, comment vous voyez cette décision inattendue? Écoutez, cette décision, effectivement, montre une fois de plus que le Maroc a pu mobiliser avec sa diplomatie, effectivement, parallèle, et notamment avec ses alliances qu'il a su créer depuis ces 10 dernières années. Il a su, effectivement, se mobiliser. On voit très bien qu'il y a eu des réunions qui se sont installées à travers l'émissaire de Sa Majesté, M. Taïb Latifeli, qui a pu aujourd'hui aussi montrer, effectivement, le visage du Maroc à travers tous ces efforts-là. Et donc, il y a aussi la question sécuritaire aujourd'hui qui taraude. On voit aujourd'hui en Tunisie des instabilités avec le terrorisme, notamment Daesh. L'Égypte aussi qui est secouée énormément par le mont Sinaï. On voit effectivement aussi un noyau dur. Donc le Maroc aussi, à travers cette diplomatie-là, il en va de l'intérêt de l'instabilité des pays africains comme la Tunisie et l'Égypte. Et donc, il est important que ces pays-là puissent naturellement soutenir l'adhésion du Royaume, puisque je rappelle que la question sécuritaire est une question principale pour le développement économique. Sans de stabilité sécuritaire, il n'y a point de développement économique. Et on voit bien le lien entre à la fois la question sécuritaire et la question économique. Aujourd'hui, l'Afrique, comme l'a rappelé notamment dans les médias, on parle de l'Afrique simplement lorsqu'on parle de terrorisme, on montre que l'Afrique ne se résume pas au terrorisme. Et donc, il est important aujourd'hui que la question du terrorisme soit résorbée. Et elle ne peut être résorbée que par une diplomatie continentale au sein de l'UA.
Vous savez, quand vous négociez les prix de gaz ou les prix de phosphate, ou quand vous négociez des accords de pêche avec l'Union européenne, si vous êtes un pays, vous allez mal négocier. Vous n'êtes pas en rapport de force. Mais si par contre vous êtes 54 pays africains qui, de façon unanime, négocient des accords, là vous avez un rapport de force. Et la géopolitique, ce sont des rapports de force avant tout. Monsieur Abba? Non, je pense que certains pays ont voulu être prudents. Et il faut éviter que le retour du Maroc soit un retour clivant, qu'il y ait une fracture entre les pays qui sont favorables au retour du Maroc et les pays qui sont opposés au retour du Maroc, ce qui risque de plomber à la longue le fonctionnement de l'organisation de l'Union africaine, puisque l'OUA, l'organisation de l'unité africaine, avait été en son temps paralysée par cette affaire d'admission de la République arabe sahraoui. Certains pays ont manifesté une attitude de prudence vis-à-vis de ce retour du Maroc. D'autres pays aussi sont inquiets pour leur leadership parce que si le Maroc revient, ils ne pourront plus avoir le même leadership. Vous savez qu'aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, il n'y a que 5 pays qui contribuent principalement au budget de l'Union africaine, savoir l'Afrique du Sud, l'Algérie, la Libye, l'Égypte et le Nigeria. Ce sont les 5 principaux contributeurs, chacun pour environ 12 millions de dollars par an. Donc le retour du Maroc, à mon avis, va être une chance pour l'Union africaine parce que compte tenu de son poids diplomatique et de sa capacité économique, le Maroc pourrait être aussi un contributeur, même s'il n'est pas à la hauteur de ces 5 pays, qui peut être un contributeur dans une position intermédiaire, qui peut apporter des ressources supplémentaires à l'Union africaine dans le cadre de son fonctionnement. Et le retour du Maroc, qui a une véritable expertise dans la question de la lutte contre le terrorisme, à la fois pour les raisons que j'avais évoquées en début d'émission, mais aussi parce que le Maroc, au sein même du Maroc, la sécurité intérieure marocaine a fait la preuve de son efficacité en démantelant des cellules antiterroristes. On sait que le Maroc a été frappé par des attentats en 2003 à Casablanca, puis en 2011 à Marrakech, mais plusieurs cellules terroristes ont été démantelées par les services de sécurité marocains qui ont une réelle expertise qui peut être mise à la disposition des pays africains avec le retour du Maroc. Donc de ce point de vue, le retour du Maroc ne peut être qu'une chance pour l'ensemble du continent africain. Elle va être bénéfique à la fois pour le Maroc lui-même et pour le reste du continent. Dans le même sillage, la coopération triangulaire que le Maroc essaye de développer au mieux à travers cette promotion régionale de l'Ouest, concernant l'Afrique, que le Maroc il est déjà d'office par rapport à cet aspect régional de l'Afrique de l'Ouest, un hub. Est-ce que ce hub peut être un moyen d'attraction pour d'autres pays à accepter et de s'approcher au Maroc, d'autant plus qu'il vit quelques soucis économiques ces derniers jours? Oui, déjà, il y a un élargissement. Au début. L'essentiel de la coopération marocaine et de son influence, si on peut dire, se limitait à l'Afrique de l'Ouest principalement. Elle s'est étendue à l'Afrique centrale. Avec le Gabon et la Côte d'Ivoire. Elle s'étend aussi en Afrique centrale puisque, comme vous savez, Royal Air Maroc maintenant dessert Kinshasa et il y a des perspectives de développement du Maroc dans cette partie. Et il y a aussi le levier économique avec Ouattara Ouassibank qui ouvre des succursales dans beaucoup de pays. Donc, de mon point de vue, il y aura, ça va continuer à se développer. La présence marocaine dans l'Afrique subsaharienne va continuer à se développer. Et beaucoup de pays, j'ai oublié de citer un des partenaires les plus importants des échanges avec le Maroc, c'est la Guinée équatoriale, qui, du point de vue même de l'assistance sécuritaire, bénéficie de l'expertise marocaine. Donc, beaucoup d'autres pays vont être intéressés par cela et l'influence et la présence marocaine en Afrique subsaharienne va continuer à s'élargir avec le retour du Maroc. Ça, de ce point de vue, moi, je n'ai pas de doute. Comment, selon vous, peut-on convaincre l'Algérie de cette importance du Royaume du Maroc au sein de l'Afrique? Oui, je pense que l'Algérie elle-même a conscience de l'importance stratégique du retour du Maroc. C'est une méfiance vis-à-vis du retour du Maroc, mais il est évident que le retour du Maroc va bénéficier, va profiter à l'Afrique subsaharienne. Et pour moi, il est important que la diplomatie algérienne aussi comprenne que le retour du Maroc
est une chose importante pour les autres pays africains, même s'il y a le différent entre le Maroc et l'Algérie au sujet de la République arabe sahraoui démocratique. Le retour du Maroc sur la scène africaine, en Afrique subsaharienne, ne peut être qu'une chose utile pour l'ensemble du continent. Et de ce point de vue, l'Algérie même a intérêt à accepter favorablement ce retour du Maroc, qui peut, à mon avis, la soulager, puisque l'Algérie a pris beaucoup d'initiatives, a pris un certain nombre d'initiatives. Je pense à la création du CEMOC, le comité conjoint des chefs d'état-major avec le Niger, la Mauritanie et le Mali. Donc si le Maroc revient, ça peut être une chose très utile pour l'ensemble du continent. Et il est bon que l'Algérie comprenne. On peut comprendre les réticences historiques de l'Algérie du fait de la question du Sahara occidental. Il n'aura échappé à personne qu'il y a eu quand même une période d'entente parfaite entre l'Algérie et le Maroc au moment où l'Algérie faisait sa guerre de libération nationale. Beaucoup de dirigeants algériens ont vécu l'Algérie. Le président a vécu au Maroc plutôt. Et l'Algérie avait bénéficié en ce moment du soutien du Maroc pour sa guerre de libération nationale. Donc ça, c'est très important. Monsieur Sadiq Abba, je tiens à vous remercier infiniment. Sachez-le que nous sommes heureux de vous avoir parmi nous sur notre antenne. Et sachez-le que vous êtes la bienvenue quand vous le souhaitez. C'est un excellent plaisir. Cette émission m'a fait plaisir. Moi, je suis à votre disposition et tout comme mon ami Hamid Chariat, oui, bien sûr. À votre disposition à chaque fois que vous en avez besoin pour vous apporter notre expertise. Nous souhaitons tout simplement à travers vous, parce que là je vais donner la parole à Hamid Chariat, que au moins les compétences franco-africaines ou africaines tout court qui sont ici sur le sol français puissent se réunir, puissent en débattre sur des sujets d'actualité comme celui-là, qui n'est pas trop bien immédiatisé ici en France, et donc parler sur cette question du retour et de l'avantage de l'Afrique, parce que quoi qu'il arrive, il faut l'admettre, l'avenir c'est l'Afrique, l'avenir de l'Europe c'est l'Afrique, et pour éviter d'autres drames en Europe, il faut que l'Afrique se développe. Et pour qu'elle se développe, il faut qu'elle se développe dans un cadre d'une coopération triangulaire où les pays développés peuvent être un E par rapport à d'autres pays, sont le moins en Afrique. Merci, Monsieur Abba. Hamid Chariat, votre dernier mot par rapport à tout ce qui a été dit, s'il vous plaît. Merci. Écoutez, je ne peux que compléter ce qui a été dit. Je crois qu'aujourd'hui, laissons le Maroc prendre place et souhaitons sa réintégration. Voilà, ce sont mes derniers mots. Et je vous remercie aussi pour votre invitation. Merci Hamid, merci Monsieur Abba, à très bientôt. Merci. À bientôt, au revoir. À bientôt. Nous tenons par cette occasion à remercier l'ensemble des personnes qui nous ont contactés, soit par mail, soit par téléphone, suite à l'émission phare de la semaine dernière où les Marocains du monde ont pu s'exprimer, et notamment M. Jamal Boussif, au sujet de l'actualité des MRE, soit élections, soit Zabounia ou autres. Nous tenons à les remercier infiniment et nous souhaitons vous annoncer ce nouveau communiqué pour la semaine prochaine. L'émission Arc-en-Ciel est toujours suit l'actualité et l'actualité de près. La semaine prochaine, nous serons en direct du Royaume du Maroc avec deux intervenants de qualité, deux intervenants de très très haut niveau sur un thème qui est très important, c'est la COP 22. Et à ce sujet-là, donc, le titre de l'émission de la semaine prochaine, c'est un titre très révélateur, les scénarios des sociétés à risque de changement climatique avec ses effets de serre après la COP22 de Marrakech 2016. Le point sur les coulisses des négociations avec la participation de monsieur l'ancien ministre et professeur Moulay Ahmed Al-Iraqi, professeur de médecine et d'anatomie pathologie au CHU de Casablanca et un ex-ministre de l'Environnement de 1998 à 2003 durant la période du gouvernement de transition et de l'alternance de la gauche marocaine au pouvoir. À ses côtés, le professeur, notre ami Abdeltaif Fkak, professeur et directeur de recherche et doctorat à l'ISKE et vice-président
Delimri, auteur de plusieurs livres et de gestion. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour en parler de cette émission dédiée à la COP 22. Salutations à nos auditeurs et auditrices africains qui nous suivent dans différentes émissions. Et on dit que l'Afrique aussi, c'est un sujet à discuter sur Arc-en-Ciel. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc.